On va parler d'argent. Parce que Stéphane Costa nous a bien dit ce matin que l'adaptation des territoires au changement climatique, ce n'est pas une dette, c'est un investissement. Il n'en demeure pas moins qu'un investissement, il faut le financer. Et on va voir comment on peut le financer, comment on l'a fait, comment on le fait dans la vallée de la Sanne et comment on pourrait le faire dans d'autres territoires. Alors, sachant que, spoiler alerte, dans la vallée de la Sanne, il y a eu des fonds européens et que ça n'arrive pas forcément tous les jours et qu'on ne peut pas forcément compter dans tous les autres territoires sur une part de financement européen. Alors, concrètement, dans la vallée de la Sanne, avec vous, on va peut-être commencer par voir ça, Pascal Fauché. Le budget de l'ensemble du projet, sachant que, je parle de fonds européens, il ne pèse pas, ou il n'abonde pas la totalité du projet, mais 2 chantiers sur les 3. Enfin, on va regarder comment tout ça s'articule avec peut-être une... voilà. Alors, ça, c'est un joli camembert où vous allez pouvoir nous expliquer comment tout ça est financé. Oui, merci. Je reprendrai les propos d'un philosophe, Jean Baudot, qui disait « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Je rajouterai « et de femmes ». Et ce que nous avons entendu ce matin, effectivement, a bien démontré que sans la volonté d'un certain nombre d'hommes et de femmes, sans leur énergie, sans leur capacité à entraîner, eh ben, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Et donc, effectivement, la première ressource, c'est bien la ressource humaine pour conduire des projets. Mais au-delà, il faut bien se rendre à l'évidence, on a aussi besoin d'argent pour mettre en œuvre les projets. Et ce projet n'aurait pas vu le jour si on n'avait pas non plus réussi à mobiliser un certain nombre de contributions financières. Effectivement, la diapositive nous montre sur la gauche la répartition des contributions financières qui ont été engagées sur ce projet Basse-Sanne. Et donc, comme cela a été rappelé longuement ce matin, le premier contributeur financier, c'est l'Europe, au travers de PACO, à hauteur de 46%. Près de 47%. Oui. La partie verte à droite, c'est sur l'ensemble du projet Basse-Sanne 2050. Du projet Basse-Sanne 2050, dont on a vu les différentes composantes. Et puis ensuite, le deuxième financeur, c'est l'Agence de l'eau qui est intervenue à près de 32%. Je vais y revenir, mais bien sûr, les collectivités locales ont aussi contribué financièrement, la région, le département, la commune de Quiberville, la communauté de communes, le syndicat mixte de bassin versant. Voilà, donc c'est vraiment un projet fédérateur aussi parce qu'il a réussi à mobiliser un grand nombre de contributeurs financiers. Alors, pour ce qui est donc de l'Agence de l'eau, si on fait un focus sur les aides qui ont été attribuées par l'Agence de l'eau à ce projet, depuis 2007, c'est-à-dire on remonte loin dans le temps, enfin pas aussi loin que vous ce matin, mais on remonte à 2007, donc depuis les premières études auxquelles nous avons contribué jusqu'à ce jour, l'agence a contribué à hauteur à près de 20 millions d'euros, ce qui est considérable. Sur un montant global. Alors, il est vrai que les choses sont difficiles à comparer parce que le projet, il a évolué, on a bien compris depuis ce matin, il a évolué dans son envergure, il a évolué dans son approche, et donc sur un coût global de l'ordre de 42 millions d'euros. Même si les 19 millions d'euros, là, ne représentent pas les 32%, parce que, effectivement, les financements de l'Agence de l'eau vont au-delà du projet Basse-Sanne 2050 et il s'intègre notamment dans un contrat de territoire eau et climat qui a été passé avec les acteurs locaux, avec notamment le syndicat mixte de la vallée de la Sanne, du bassin versant et avec également le conservatoire du littoral. Et puis il concerne également donc, des vallées voisines de la Scie et de la Vienne.
Donc, les financements, pour aller un petit peu plus loin, ont concerné, on le voit là, on a la répartition sur le diagramme de droite, principalement en très grande partie l'assainissement, donc à hauteur de 83%, sur une opération qui a été présentée ce matin, qui est une opération de mise en conformité de l'assainissement. C'est-à-dire de construction d'une station d'épuration et des réseaux. C'est ça. Voilà, c'est à la fois la construction d'une nouvelle station d'épuration en remplacement d'un certain nombre de petits dispositifs d'assainissement qui dysfonctionnaient et qui étaient source de pollution sur la vallée. C'est également, en effet, donc, la restructuration des réseaux et puis c'est l'extension de la collecte et les branchements, donc un montant assez important de la participation financière de l'Agence de l'eau. Alors sur ce chantier-là, il y a eu un apport de fonds européens. Il y a eu un apport de fonds partiel. européens. Oui, bien sûr, nous intervenons en complémentarité avec les fonds européens, même si le chantier assainissement donc, a évolué aussi dans le temps et dans son envergure. Initialement, la station d'épuration, Olivier Bureau en parlera mieux que moi, mais la station d'épuration n'était pas dimensionnée à hauteur de ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis surtout, elle a eu un traitement donc pour intégrer les problématiques énergétiques, pour intégrer les problématiques d'inondation aussi, et un volet pédagogique. Donc c'est important. Alors si on a fait plus important, plus ambitieux que ce qui était prévu au départ, c'est parce qu'on a pu le faire grâce aux fonds européens. C'est de manière conjointe les fonds européens et puis c'est aussi les besoins, les attentes de l'Agence de l'eau. On a voulu aussi être ambitieux sur ce volet de l'assainissement pour que ce soit là aussi dans ce domaine-là un projet exemplaire, donc qui traite le volet énergétique sous forme de panneaux photovoltaïques et également un volet pédagogique pour qu'on puisse expliquer aussi au grand public. Donc concrètement, il y a une passerelle qui permet de voir fonctionner une espèce de cheminement qui permet de voir de haut fonctionner l'équipement, c'est ça ? Une petite plateforme donc, en hauteur donc, qui permet d'avoir une vue sur les bassins et puis d'expliquer le fonctionnement du système d'épuration. Alors, on voit bien sur le diagramme de gauche que le financement de l'Agence de l'eau, on l'a dit, c'est 32%. On voit aussi que, car presque la moitié, ce sont les fonds européens. Et puis, il y a les apports des collectivités territoriales, et notamment de la région Normandie. Alors, c'est bien la région Normandie qui a, on l'a dit tout à l'heure en commençant, qui a, avec l'Agence de l'eau, missionné le Conservatoire du littoral pour porter la coordination de ce projet. Pourquoi et comment ça s'est fait, l'idée que la région se focalise sur ce territoire-là ? Elle ne se focalise pas sur ce territoire-là, elle se focalise sur tous les territoires qui rencontrent ce type de problème. Il se trouve que Jean-François a, depuis toujours, avec ses prédécesseurs, je n'oublie pas l'historique, était un très bon avocat de la cause, il faut le reconnaître, parce que ça aide aussi à la prise en compte, c'est être capable de plaider ces causes-là avec tout le territoire, dans son ensemble. Et puis, derrière, il y a eu les financeurs. Moi, je voudrais déjà exprimer de manière amusante un petit regret. Je suis vachement déçu parce qu'on n'a pas eu d'huîtres de Quiberville. Mais ça viendra peut-être. Alors, ce n'est pas une boutade. C'est parce que si jamais on veut mettre de l'huître on veut refaire revenir de l'huître à Quiberville, il faut qu'on ait une très bonne qualité des eaux littorales. Et donc, le rôle de l'Agence de l'eau est primordial. Et je vais pousser encore un coup de gueule. Et tu le sais, puisque je le dis à chaque fois, les fonds de l'Agence de l'eau sont remarquables, servent de très nombreux projets. Il faut que Bercy arrête de ponctionner les ressources de l'Agence de l'eau. La taxe qui est prévue sur l'eau, qui est prélevée sur l'eau, doit aller à l'eau. Donc je le redis à chaque fois, nous militons pour ça parce que la contribution de l'Agence de l'eau est fondamentale. Alors après, il y a les autres. C'est pour une bonne cause, c'est pour faire fonctionner l'OFB. Oui. Écoutez, regardez un petit peu les comptes de Bercy, vous verrez que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais une petite chose quand même, vous l'avez dit,
il y a l'Agence de l'eau avec un énorme financement, il y a l'Europe, ne l'oublions pas, et je m'adresse à mes amis anglais, là encore, un plaidoyer, nous vous aimons et nous regrettons beaucoup que vous ayez quitté l'Union européenne. Voilà, c'est dit. C'est un Européen convaincu qui vous le dit. Bon, alors la région. Il paraît que les Anglais le regrettent aussi. Non, mais là, je pense qu'on est tous d'accord. Nos amis du Royaume-Uni sont les bienvenus dans l'Europe quand ils veulent. Donc, on va revenir à la région. Bien sûr que la région est concernée, parce que la région et le conservatoire, je dirais, c'est vraiment main dans la main. Alors, il y a un ancien de tous ces combats-là, qui est Jean-Philippe, qui est au premier rang. En Normandie, le conservatoire a un statut très particulier, c'est-à-dire qu'il a été décidé avec les collectivités locales de créer un syndicat mixte. Et donc, c'est ce syndicat mixte qui a été conçu pour donner plus de moyens au conservatoire pour agir sur le littoral et pour essayer de résoudre des problèmes comme celui qui se pose actuellement. D'accord ? Ça, c'est une chose. Donc, c'était évident qu'ayant créé cette dynamique-là entre la région et le conservatoire, c'était évident qu'on allait s'intéresser à cette problématique-là, qui était en plein dans le cœur de nos préoccupations. Et puis, je dirais, parce qu'il y a la région en tant que telle, je rappelle quand même, chers amis, nous sommes dans un hémicycle, c'est le conseil régional, et dans les compétences du conseil régional, il y a le développement économique et l'aménagement du territoire. On est aussi sur une problématique de développement économique et d'aménagement du territoire. Donc, puis on a un chef de file sur la biodiversité, donc franchement, c'était naturel qu'on s'en occupe. Alors, je terminerai très rapidement pour ne pas être trop long. C'était assez facile dans la mesure où on avait un projet qui commençait à être vraiment complet, important, pédagogique, où il y avait toutes les bonnes raisons d'y aller et toutes les bonnes raisons que toutes les fées se penchent autour de ce berceau. Et c'est ça qu'on a réussi à faire. Parce qu'on est intervenu, vous l'avez dit pour la région, mais on est intervenu aussi au titre du conservatoire. Et le SMLN, je rappelle, c'est 50% de la région aussi. Donc, on a vraiment articulé tous nos dispositifs pour que ça puisse fonctionner. Si je comprends bien à ce stade, pour qu'un projet puisse être financé, puisque c'est ça dont on parle, c'est comment on paie tout ça, comment on finance tout ça, il faut que déjà il existe un projet, et on a vu ce matin que pour arriver à ce que ce projet soit présentable, ça part de très loin. Oui. Ça part de très loin et ça part aussi d'un certain nombre d'essais, erreurs, d'échecs, de remises en question, mais à partir desquels on capitalise de la connaissance et d'une façon d'avancer. Bon, il faut un projet. Il faut, on en a parlé aussi, une volonté politique et un portage politique. Vous avez dit, Jean-François Bloch était un ardent défenseur et si l'argent est arrivé, c'est aussi parce qu'il est allé le chercher, pour être clair. Et je peux vous dire qu'il y en a. On va peut-être en parler après. Et ben voilà, parlons-en maintenant. Oui. Il y en a et comment mobiliser des financements pour d'autres projets. Alors, sûrement pas du même type, puisque c'est très particulier à ce territoire-là, mais pour d'autres projets d'adaptation territoriale, comment on fait ? Alors, d'abord, les financements qu'on a obtenus pour Quiberville étaient quand même assez exceptionnels, d'accord ? Tellement exceptionnels que c'est un projet phare. Excuse-moi Jean-François, mais le nombre d'invitations que je reçois pour venir visiter Quiberville, ça va devenir Disneyland, votre territoire, les gars, parce que le nombre de visites organisées, de réceptions qu'il y a, pourquoi ? Parce que c'est exceptionnel ce qui a été fait là, il faut bien le reconnaître. Et on ne pourra peut-être pas refaire tout ça. Alors de l'argent. Alors, exceptionnel, c'est un mot délicat, parce que c'est un bel hommage, mais si c'est exceptionnel, ça veut dire qu'on ne pourra pas le faire ailleurs ? Non, ça veut dire que les techniques qui ont été prises, la méthodologie qui a été employée peut se dupliquer. Et qu'ils ont un peu essuyé les plâtres, il faut le reconnaître, que ça a coûté cher d'essuyer les plâtres, et que peut-être d'autres projets qui viennent et qui se mettent dans la même dynamique pourraient bénéficier de fonds et réaliser des opérations avec un petit peu moins de fonds. Ça veut dire qu'il y a une courbe d'expérience, qu'on acquiert une expérience et qu'on peut capitaliser sur cette expérience sur d'autres territoires. Alors je sais bien que Jean-François n'a pas vraiment une tête de cobaye, mais franchement, ce qu'il a fait, d'accord, c'est l'expérimentation telle que nous l'aimons. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'il l'a dit, il a fallu quand même prendre un certain nombre de risques. D'ailleurs, il ne va pas vous le dire, mais je vais vous le dire, de temps en temps, il ne dort pas bien, Jean-François, parce que quand il se rend compte des sommes qui sont en jeu,
par moment, quand on est maire, ça empêche un peu de dormir. Ça, c'est un maire qui parle, et j'en ai quelques autres dans la salle qui peuvent confirmer. Mais ceci dit, c'est exaltant. Alors, vous vouliez peut-être une somme, avant que je conclue. Allez, non, allez-y. 10 millions régions et 10 millions Europe sont actuellement mobilisables pour des expériences comme celle-ci. Alors, on ne peut pas les remettre à nouveau, parce que je sais que Jean-François va me dire « Ah ben c'est bien, parce que tu vas pouvoir m'en refiler un petit peu. » Si tu veux manger des huîtres, si tu veux manger des huîtres. Oui. Oui. Le problème, c'est que, comme dirait l'autre, tu connais déjà la réponse d'Hervé. Pourtant, on a déjà donné. Hein. Mais alors, pardonnez-moi, Oui. 10 millions d'euros. Oui, Jean-François Blanc. Mets ton micro. Mais je voudrais préciser les choses. C'est que sur un contrat de territoire normal, et sans PACO, on aurait eu plus de participation de la région et du département. Je le redis souvent, donc il faut qu'ils s'en souviennent quand j'irai taper à la... D'accord. C'est tout, c'est du détail. C'est dit en passant, mais c'est dit. Bon, Mais alors, attendez, il est venu avec son fan club. vous avez hein, dit- ouais. vous avez dit 10 millions Europe, 10 millions régions. Or, le projet de la SAN, lui tout seul, ça fait déjà cette somme-là. Ah oui, non mais Et donc- je vous ai dit, hein, on ne peut pas reproduire quelque chose de cette ampleur-là, et je ne parle que de la contribution région, d'accord ? Oui. Là encore, il faudra qu'on soit accompagné par l'agence de l'eau, par les autres collectivités locales. C'est pour ça aussi que je fais un grand plaidoyer pour l'agence de l'eau. Foutez-lui la paix, parce qu'on a vachement besoin de l'agence de l'eau. Alors, je parle sous le contrôle d'Emmanuel. Elle est où ? Elle est là-bas. C'est bien ça, hein, à peu près. Les fonds mobilisables pour des opérations de cette nature, c'est ça ? 10 régions, 10 fonds propres régions et 10 fonds européens. Fonds européens gérés par la région. FEDER. Fonds FEDER qui sont affectés à la région pour qu'elle les gère. Mais encore une fois... Attendez, le problème, combien de dossiers on a ? 0. Donc, c'est un vibrant appel à la salle. D'accord ? Si vous avez des projets, c'est maintenant. Alors, D'accord ? Non, mais... Pardon, vous avez dit un appel à la salle. ou à la SAN. 2027-2028. J'ai pas bien entendu parce que... La date limite, c'est 2027-2028. Oui. Oui. On a encore un peu de temps pour Oui, qu'on mais fasse ces on crédits, a un mais- projet de parc à 8 à Quiberville. Il va nous mettre toute sa liste de courses, hein, je vous signale. hein. Bon, on a fini la matinée par les présalés, on commence par les huîtres. Ça va. Et c'est bon aussi, le passage. hein. Alors, donc on voit bien là une première tirelire, 20 millions, gérée par la région, avec moitié fonds propres, moitié fonds européens, pour financer d'autres, ou accompagner, pas financer à 100%, mais accompagner d'autres projets de territoire qui pourraient s'inspirer de ce qui est en cours de réalisation dans la SAN. L'agence de l'eau, vous avez des projets dans les cartons, d'autres projets comme celui-là, sur lesquels on va venir vous demander de sortir le carnet de chèques. Alors l'agence de l'eau, elle continuera à accompagner des projets de territoire de ce type-là, hein, sans aucune difficulté, puisqu'on est bien là pour ça, dès lors qu'il y a effectivement cette approche pluridisciplinaire, avec effectivement un axe de restauration des fonctionnalités des écosystèmes, avec aussi une dimension adaptation au changement climatique, avec un volet restauration de la continuité écologique. Donc c'est ce type de projet qu'on cherche effectivement à accompagner. Et je ne doute pas qu'on soit sollicité dans les mois ou les années qui viennent. hein. Et Mais on pour sera l'instant, il y a des toujours- candidats dans la salle d'attente ou... Des candidats dans la salle d'attente, il y en a sur des projets peut-être de plus petite envergure, hein, mais on sait qu'il y a des besoins aussi dans d'autres vallées voisines. Oui. Et donc on sera présent, bien sûr, mais dans le même, j'ai envie de dire, le même contexte, c'est-à-dire des projets partenariaux avec d'autres acteurs comme celui-là, et pluridisciplinaires, donc un peu dans les mêmes conditions. Mais ce que je dirais aussi, c'est que le projet Bassan 2050, c'est finalement un exemple, ce n'est pas nécessairement un modèle qui doit être suivi et tel qu'il a été réalisé, donc porté essentiellement par le maire de Quiberville, hein, à l'échelle d'une commune.
les projets sont peut-être à envisager aussi à une autre échelle. Donc voilà, c'est un modèle. À une autre échelle, vous voulez dire, vous rejoignez ce que disait Olivier Bureau ce matin sur des échelles intercommunales. Alors, pas systématiquement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire un postulat de base non plus. Aujourd'hui, on a un projet qui quand même, voit le jour, et il y a des réalisations concrètes qui sont là. Ce n'est pas uniquement du futur, ce dont on parle. Mais voilà, c'est une façon de faire qui a réussi. Et je pense qu'il faut le mettre en avant, il faut le valoriser. Et peut-être qu'il y a beaucoup de visites, mais ça vaut vraiment le coup. On a vraiment un projet exemplaire, il faut le dire, il faut continuer à le dire. Mais il y a sans doute aussi d'autres façons de faire à d'autres échelles, voilà, sur des territoires qui auront peut-être des problématiques un peu similaires, mais aussi sensiblement différentes. Alors, venons-en au territoire particulier du département de la Seine-Maritime. François Dehaye, le syndicat mixte du littoral a pour vocation de porter ce type d'exemple, de capitaliser sur l'expérience acquise dans ce type de projet. Quels autres types de projets est-ce que vous suivez en ce moment, à partir desquels on peut apprendre des choses ? Alors, le but du syndicat, c'est justement d'aller donner des dossiers à Noémie, à la région notamment. Et pour cela, en fait, on vient de lancer une stratégie littorale séno-marine. Le projet Basse-Seine 2050, il tient de certaines opportunités qui ont permis de la réalisation de ce projet-là. Aujourd'hui, dans le cadre de ce syndicat mixte du littoral séno-marin, qui regroupe le département de la Seine-Maritime et l'ensemble des EPCI côtiers, ainsi que certains syndicats de bassin versant, l'objectif, c'est tous ensemble, c'est de définir les priorités d'adaptation du littoral séno-marin. Et le littoral séno-marin, c'est certes des basses vallées. Alors on a la Sanne, on a peut-être 4 autres qui sont dans la salle d'attente. C'est également des ports secondaires. On a 4 ports secondaires en Seine-Maritime qui vont être fortement impactés, être de plus en plus vulnérables avec la montée du niveau marin. Et ça sera également de trouver des financements pour tous ces espaces urbains. On a beaucoup parlé de basses vallées. Il y a aussi tous ces enjeux-là. On a une trentaine d'accès à la mer en Seine-Maritime. Et l'ensemble des maires qui ont des accès à la mer souhaiteront à un moment donné que des projets voient le jour là où il y aura les urgences. Donc voilà un petit peu le rôle du syndicat aujourd'hui. C'est de structurer à l'échelle de la Seine-Maritime un plan d'action qui aura été co-construit par tous, où on aura bien défini les priorités du territoire pour aller mettre les financements là où il le faut, de façon totalement régulée et prévue dans le temps. Alors, j'en reviens à ma question quand même. Est-ce qu'il y a d'autres appartements de témoins, si j'ose dire, que la Sanne, d'autres modèles ou exemples à partir desquels on peut capitaliser de l'expérience ? Aujourd'hui, on a une basse vallée en Seine-Maritime qui se pose beaucoup de questions, qui est déjà venue faire une visite à Quiberville, voir un petit peu ce qui se fait. Voilà, on est sur des élus également qui sont peut-être quelques années dans leur réflexion en arrière par rapport à vous, mais qui vous ont bien écouté la dernière fois. C'est le secteur de Criel-sur-Mer, où voilà, ils sont en pleine réflexion. Le but du syndicat du littoral et de tous les acteurs qui nous accompagnent, ça va être de lever les doutes de ces élus, et ils en ont beaucoup, et c'est tout à fait normal. Et là, notre boulot, dans les prochaines semaines, ça va être de lever des doutes pour aller déposer un dossier dans le bureau de la région, entre autres. Spontanément, je suis surpris de ce que vous avez mis en avant, le fait qu'il y ait 0 dossier qui était proposé. Spontanément, on pourrait se dire, ce qui manque, ce qui va coincer, c'est les financements. Et en fait, c'est pas ça. C'est que ça fait peur. Pourquoi est-ce que personne François vient de le dire. Le boulot qu'il fait au CMR 76 est remarquable. C'est lever les doutes. Parce que vous prenez un maire, vous lui dites, moi je suis maire, on est là encore, pas idéal, mais quand on vient me voir en me disant on va te proposer un truc, tu vas voir, c'est pas mal, je dis attends, est-ce qu'il y a un collègue qui l'a fait quelque part et est-ce que ça marche ? Et est-ce qu'on peut aller voir ? D'où le fait que tout le monde se précipite à Quiberville. Et donc lever les doutes, c'est ça. Puis il y a un deuxième doute, c'est les fonds FEDER. Quand vous dites à un maire, tu vas pouvoir faire un truc, mais il faut que tu ailles chercher des fonds FEDER, il dit oh là là, putain, c'est le début des emmerdements, etc. Ben oui, non, mais on va être honnête. Alors, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est quand même compliqué les fonds européens.
Et là encore, j'ai été un grand défenseur de l'idée européenne, mais très sincèrement, il faut qu'ils arrêtent en surcontrôlant l'usage des fonds, quoi. Sinon, ça ne sert à rien. Quand on voit qu'il y a certains pays où on est en sous-consommation à 90%, c'est-à-dire ils rendent les enveloppes, c'est pas normal. Cet argent-là, il est mis pour des actions précises et ils doivent être consommés. Et ce que fait le SML 76 est tellement bien que les autres départements normands commencent à venir vous interroger pour savoir comment on pourrait faire. Et ça m'amène à une dernière chose, si vous le permettez. Bien sûr. On a besoin en Normandie, je le dis, et on en parlait avec Agnès Vince, je pense que nous aurions tout intérêt à monter alors je ne sais pas, peut-être que ça existe, mais que je ne le sais pas, une formation de très haut niveau type ingénieur plus en génie côtier. Je pense que ça rendrait service à tout le monde d'avoir cette formation-là. Je ne sais pas, Stéphane, tu crois qu'il y a ça dans Enfin, excusez-moi, je me permets de... Mais je vous en prie. Je parle sous couvert de mes collègues de géosciences de M2C qui sont également présents. Oui, il y a déjà un master, Haute-Normandie, Basse-Normandie, ex-Haute, ex-Basse, sur le thème génie côtier. Donc maintenant qu'on ait une réflexion autour de, non pas du bâtisseur côtier, mais de comment appréhender, comment mettre en place des conseillers qui pourraient venir en soutien des collectivités et qui brasseraient l'ensemble des disciplines nécessaires à appréhender pour arriver à ce type de projet, là peut-être qu'une concertation entre nous serait nécessaire à l'échelle de la région. Ça serait à faire, je pense, en Normandie. N'allez pas chercher ça en Bretagne, il n'y a pas non plus. Non, mais tu connais le président Morin, il va faire du 100% normand. Non, mais c'était bien, parce que je sais que tu bosses beaucoup en simulation sur les submersions. Est-ce que le même modèle en termes d'érosion, par exemple, pourrait être imaginable? Tu vois, c'est des choses comme ça. C'est en cours. Oui, d'accord. Alors, on a bien compris que le frein aujourd'hui, c'est pas les financements, c'est la peur d'y aller, le doute, vous parlez de levée de doute, etc. Admettons que ce pas soit franchi. Vous avez dit, il y a 4 autres vallées en Seine-Maritime, il y a d'autres territoires autres que des basses vallées, etc., etc. Admettons que tous disent, ça y est, on est convaincus, on a tous compris ce qu'a fait Jean-François Bloch, ce qu'ont fait les maires de Longueuil et de Sainte-Marguerite, on y va tous. Est-ce qu'on a les fonds pour accompagner tout ça? On n'a pas les bras. Si tout le monde se lance en même temps, la problématique qu'on va avoir, c'est les bras. Et on en revient à la question qui a été posée à Stéphane sur l'ingénierie. Aujourd'hui, le syndicat du littoral, c'est 6 personnes qui sont arrivées depuis les 3 dernières années. Le syndicat, il a 3 ans d'existence. Et aujourd'hui, je n'ai pas une personne de mon équipe, il y en a 2 qui sont là, qui n'ont rien à faire. On est déjà sur un planning très chargé. Et donc, c'est vrai que si demain, des Monsieur Bloch se démultiplient en Seine-Maritime... il est unique. Bon. Eh bien, en fait, c'est de l'ingénierie qui va nous manquer, véritablement. Et c'est la possibilité de financer tous ces postes pour pouvoir faire en sorte qu'on accompagne l'ensemble des communes qui voudront aller aussi loin que ce que vous avez fait. Si je peux me permettre. Allez-y, monsieur Bloch, oui. Simplement, il y a une sorte de temporalité. Quand vous êtes élu et que vous avez un mandat de 6 ans, c'est court, le temps que vous lanciez des opérations quand vous arrivez. Et Isabelle l'a dit, elle a dit on arrivait, il a fallu qu'on découvre. Vous mettez 2-3 ans pour vous prendre les repères. Donc la chance qu'on avait, nous, c'est ce temps, on avait déjà l'expérience et le temps. Mais il y a un deuxième élément, c'est que quand vous dites qu'il y a des projets, comment ça se fait qu'il n'y a pas de projet, c'est zéro, ce que dit notre collègue de la région, là, c'est qu'il faut 10 ans pour monter un dossier comme ça. Et donc, se projeter à 10 ans en disant, je serai peut-être plus là, mais c'est pas évident pour un élu aujourd'hui. Est-ce que mon successeur voudra faire ce que je pensais? C'est tout le débat. Alors moi, j'ai eu la chance d'être là au moment, et puis d'y croire, mais on n'est pas obligatoire. Et puis, il y a la démocratie qui s'exerce. Ça veut dire que il faut que les équipes suivent et puis que il n'y a pas de basculement que l'opposition ne prenne pas le pouvoir en disant il était fou. Nous, justement, on a une contre-proposition, on ne veut plus faire ce qu'il fait. Donc il y a tout ça aussi, c'est tous les jours. Et puis après, il y a le problème des fonds européens, vous l'avez dit. C'est quand même très très lourd. Un simple exemple, une situation qu'on donne du 31 mars dernier, on perçoit les fonds le 15 janvier 2023. Ça veut dire qu'on a 10 mois où il faut trouver la trésorerie. Et une trésorerie, quand vous avez 8 millions dehors, avec un taux élevé,
vous dites comment je fais, quoi. Donc c'est tout ça qui fait des obstacles difficiles. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais Non, je pourrais vous si, livrer. on est Mais c'est important, là pour et ça, je effectivement. m'adresse aux gens de l'État Parce que- qui peuvent. Madame Vince me disait, moi je leur fais passer des messages, j'appuie sur des boutons, et merci de le faire sur quelques boutons, mais vous ne pouvez pas appuyer sur tous. Et quand on voit les gens du ministère, ils disent, ouais, vous êtes exemplaires, tout ça, mais qui viennent sur le terrain et qui vivent au quotidien. Oui, non, mais revenez nous voir pour qu'on vous explique comment au quotidien on vit ça. Comment on vit d'aller chercher un banquier. Un simple exemple. Il y a un sous-préfet fonctionnaire qui me dit- européen dans la salle, non? Non, Non, parce un que- banquier qui me. Je vois mon sous-préfet qui On me a dit. essayé. Hein. Excusez-moi, On a sous-préfet fait qui ce me qu'il a dit fait, comment vous ce qu'il aider, fallait, monsieur mais- Bloch. Vous êtes exemplaire, comment vous aider? Sous-préfet me dit, j'appelle la BEI. J'ai dit, ne l'appelez pas la BEI, elle ne sait pas faire de court terme. Est-ce que l'État dit à un moment donné à la BEI ou à la caisse de dépôt, enfin le banque de territoire, puisque tout ça change depuis que je suis maire, ça a changé 3 fois de nom, mais c'est pas un problème. À la caisse des La dépôts. banque des En tout cas, territoires, la caisse des elle dépôts est au continue. service des collectivités, mais elle vous dit, je ne sais pas faire de court terme. Elle fait que du long terme. Bah, c'est déjà un problème. Premier point. Alors comment tout ça, et c'est pour ça qu'il faut aller prêcher la parole, nous, les uns les autres, pour faire remonter dans les hautes strates, pour dire, attendez, prenez conscience que c'est pas ça la vie, la vraie vie. Hein, on en a parlé souvent. C'est ça la réalité du terrain. En fait, mais là, vous répondez totalement à la remarque de Stéphane Costa ce matin, qui disait c'est un investissement. OK, mais un investissement, ça a des coûts. Je vais vous donner un simple exemple. Dans le montage financier de cette opération-là, j'avais mis 50 000 de frais financiers. Oui, c'est Aujourd'hui, on va être clair, on est entre nous, je suis très transparent, c'est de l'ordre de 240 à 260 000 euros. Ça, c'était pas prévu. Alors quand je de m'adresse à frais mes... financiers, c'est ça. Non, mais d'intérêt. dans une trésorerie de 600 000, vous vous dites comment Mais je c'est fais. ça. Et là, vous dormez pas, il a raison, je dors plus. Et puis à un moment donné, il faut que la tête elle tienne bon. Et puis que derrière, les équipes, ils disent tu nous as demandé de faire un prêt à court terme à tel taux, on te suit. Mais si vous avez une opposition, c'est fini. C'est fini, vous passez pas le cap. Et donc, pour mener des projets comme ça, il faut avoir une sacrée solidité derrière avec une équipe qui croit en vous et qui est la même foi que vous. Et c'est tout ça qu'il faut inculquer au quotidien. Voilà. C'est quoi Madame Fauché, est-ce qu'il y a une réponse à apporter à ça? Parce que ça, effectivement, là, on est dans du concret, du financement. Comment est-ce qu'on finance les taux d'intérêt sur Vous savez pas. J'ai pas la Posez réponse. vous L'agence de l'eau fait parfois des avances, mais pas sur ce type d'opération. Voilà. Donc, effectivement, oui, ce sont les banques, mais les banques aujourd'hui, Mais les banques, elles se en dehors rémunèrent. de la Banque des Territoires, La voilà, Banque des qui a des Territoires, elle se sert conditions. du livret A de la France. Aujourd'hui, on dit hier, plus de 6 milliards déposés le mois dernier. Plus de 6 milliards sur le livret A. Je dis au ministère, inventez un prêt à taux zéro pour des opérations comme ça. On l'a bien fait pour relancer l'accession à la propriété dans les années qui viennent de s'écouler. Et on crée ça. Mais Ben voilà, on est entré effectivement dans cette question. Alors on n'a pas effectivement résolu la façon de financer tous les projets à venir. J'imagine que l'un des enseignements que vous allez dupliquer dans les autres territoires, c'est que chaque projet, évidemment, a son mode de fonctionnement et de financement particulier, mais en tout cas, on a vu au moins quels étaient les écueils et les difficultés. S'il y a des doutes, on peut comprendre pourquoi il y a des doutes aussi, au vu de ce qu'on vient d'entendre. Je crois que, vous savez, on rencontre tous un certain nombre d'obstacles. Je crois que, par moments, on a tous une exaspération contre la lourdeur de la bureaucratie. D'accord ? La bureaucratie, c'est nous. Hein. C'est-à-dire, par moments, il faut aussi qu'on fasse le ménage devant notre porte et qu'on dise, bon, attendez, ça suffit là-dessus. On peut avoir un dialogue avec le préfet en disant, écoutez, ce que vous nous demandez, sincèrement, c'est pas utile. Ils peuvent l'entendre. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on se décourage là-dessus, même si c'est exaspérant par moments. Même si vous rencontrez parfois... tu sais, sur des dossiers, on a parfois un agent de l'État en face de nous, et puis qui nous dit OK, et puis il y a une mutation, il change. Non, mais peu importe la région, parce que tout le monde le vit, et puis un nouveau qui arrive, et puis il n'a pas le même avis, et il revient sur la décision qui a été donnée. Ça, c'est pour nous, les maires, c'est insupportable. D'accord ? Mais c'est valable dans tous les services de l'État, quoi. Et puis, comme l'administration a quand même, en France, beaucoup de pouvoir, par moment, c'est gonflant. Voilà. Alors, au lieu de s'énerver, eh bien, écoutez, par moment,
J'avais des choses qui m'énervaient dans la vie et je me rappelais toujours ce que me disait mon entraîneur de rugby. Écoute, il était basque et il me disait, écoute, tu prends ton bâton et tu avances. Voilà. Et donc on prend notre bâton et on avance. Merci, monsieur de Jean de la Bâtie. Merci, madame. Merci, monsieur Dé. On va prendre notre bâton et avancer.